on a commencé à travailler autour de l'insuffisance cardiaque il y a plusieurs années avec aussi les urgentistes et du coup, progressivement, on a étendu notre collaboration donc au domaine des amyloses avec aussi d'autres maladies, on va dire, systémiques qui peuvent potentiellement toucher le cœur et donc on se voit régulièrement avec l'équipe du professeur Roule et la mienne pour partager autour de dossiers et progressivement, on a aussi rajouté d'autres spécialités peut-être pour enrichir justement les échanges. Je pense que l'intérêt aujourd'hui d'une collaboration, elle est évidente pour tout le monde, ce d'autant que l'amylose est une pathologie qui est multitâche. Il y a le cœur, le rein, la peau, le foie, le cerveau, donc l'ensemble de l'économie, et qu'il est absolument indispensable pour une bonne prise en charge, qu'il y ait véritablement une collaboration. Et donc nous, on a commencé, ça n'a pas toujours été facile, mais on l'a fait, et on espère continuer encore quelques années. Une patiente âgée qui vient pour une pathologie cardiaque, bien entendu, et j'évoque l'amylose, et je la revois, on parle de sa symptomatologie, et elle me dit, tiens, c'est étonnant, j'ai moins mal au ventre. Elle n'avait pas du tout parlé du mal de ventre avant. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, l'amylose, pourquoi pas le digestif. Donc, j'ai appelé mon collègue de gastroentérologie, qui l'a vu, qui l'a exploré, biopsie, amylose à transthyrétine. C'était immédiatement pour moi un élément capital pour dire que quand on voit un patient qui a une amylose, il convient de ne pas s'être uniquement centré sur sa discipline, mais avoir un open mind, en bon français, pour prendre ce patient en charge de façon optimale. Donc moi, ça me paraît important de pouvoir discuter de ces patients de façon collégiale. Et il est donc essentiel de mettre en place des structures qui ne soient plus des structures cloisonnées, mais des structures collégiales d'emblée. Et je pense que c'est intéressant puisque les traitements dont nous disposons pour l'instant ne sont pas nécessairement ciblés de la même façon. Je vais bien évidemment dans le sens du professeur Roule. Donc nous, les internistes, on appelle rapidement le cardiologue dès qu'on a finalement une insuffisance cardiaque qu'on ne comprend pas bien, qui est un peu atypique, notamment chez des gens qui sont finalement insuffisants cardiaques relativement jeunes ou qui n'ont pas de coronaropathie, pas d'hypertension artérielle. Quand il y a des troubles du rythme, pareil, qu'on ne comprend pas bien, devant des valvulopathies. Donc on a l'habitude, finalement, nous, de rechercher un peu des maladies systémiques et donc on fait appel très rapidement aux compétences des collègues cardiologues et on en discute dans nos staffs communs pour essayer d'avancer sur le diagnostic. Le mot important, vous l'avez dit, collaboratif. Bien entendu, de poursuivre notre collaboration, dont on a déjà parlé, et d'attirer d'autres collègues, en particulier nos amis généticiens, puisque la génétique a sa place notamment dans l'amylose. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que la génétique ne devrait s'intéresser qu'à des jeunes, entre guillemets. Alors que la pathologie la plus fréquemment rencontrée est l'amylose dite sauvage, ce sont souvent des sujets âgés. Mais on sait de façon certaine que chez ces sujets âgés, un certain nombre d'entre eux ont transmis la maladie. Et donc si on veut savoir exactement l'importance de cette transmission, on a besoin d'une attitude génétique, entre guillemets, systématique, et donc du regard du généticien. C'est lui qui va permettre de sélectionner les patients, tous les patients n'ont peut-être pas besoin d'avoir tous une étude du génome, mais en tout cas, sur des données qui leur appartiennent, essayer de sélectionner au mieux les patients pour lesquels ça pourrait être intéressant du fait de leur maladie et donc de leur descendants. Je pense que c'est un élément capital. C'est une maladie quand même qui est relativement... je dirais méconnu probablement par un grand nombre de collègues. Je dirais le point important, c'est de créer un réseau. On a structuré notre groupe, on va dire, autour de réunions mensuelles multidisciplinaires, dont avec les généticiens bien évidemment, mais les neurologues, les néphrologues, internistes, cardiologues, gériatres, enfin l'ensemble des disciplines de notre CHU. Lors de ces réunions, on discute des cas cliniques. Donc chaque collègue vient avec son cas clinique qui lui pose problème, à la fois sur le plan diagnostique et
thérapeutique. On discute, on prend des décisions, éventuellement, quelle exploration à faire, quel traitement éventuellement à mettre en route. On en profite pour avoir une banque de données, une banque de cas, voilà, pour suivre un peu les patients, pouvoir faire de la recherche clinique et aider à progresser dans la prise en charge de ces patients. On fait de la bibliographie, voilà, pour les plus jeunes, donc les articles qu'il faut lire, voilà, qu'est-ce qu'il faut connaître, entre guillemets, quelles sont les nouveautés des congrès. On a aussi travaillé autour d'un annuaire, donc des collègues qui s'intéressent à cette maladie, donc à la fois au CHU, mais aussi dans les hôpitaux périphériques. On travaille aussi à élargir un peu le cercle, je dirais, de l'hôpital pour aller un peu vers la ville, puisque une grande partie des collègues travaillent en ville, que ce soit les médecins généralistes, mais aussi des internistes, des cardiologues, et qui voient aussi les malades, souvent en premier. Et donc l'idée, c'est de les sensibiliser sur une maladie qui était jusqu'à présent peut-être un peu méconnue ou négligée, on va dire ça comme ça, peut-être par manque justement d'options thérapeutiques. Et maintenant, avec les progrès qui ont été faits ces dernières années, à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique, il y a un vrai enjeu à travailler autour de cette maladie, tous ensemble, en collaborant, comme on le fait ici sur le CHU de Strasbourg.